Cela sentait les meubles, non la guerre. Les ingénieurs allemands se rassemblaient autour de l'épave dans un hangar faiblement éclairé à l'extérieur de Hambourg, leurs blouses blanches déjà tachées de graphite et d'huile. Un bombardier Mosquito capturé presque intact après avoir été forcé de se poser dans le champ d'un fermier gisait démonté sous des projecteurs. Ces panneaux en bois pâle semblaient absurdement domestiques, comme quelque chose volé dans un atelier de menuiserie plutôt que du ciel. On leur avait dit que c'était le bombardier le plus rapide que possédait la Grande-Bretagne, capable de surpasser les Messerschmitt et les Focke-Wulf à plein régime. Cette affirmation semblait impossible aux ingénieurs de la Luftwaffe, qui auraient appartenu au passé pour acheter des avions et des musées, non à l'ère des réacteurs et du carburant à haut indice d'octane. Le docteur Karl-Heinz Henkle, un analyste senior des matériaux du Ministerium de la Luftfahrt, ajusta ses lunettes et frappa l'un des panneaux avec les articulations. Le son n'était pas métallique, mais sourd et résonnant comme frappé sur un cercueil. « C'est du contreplaqué », murmura-t-il, l'incrédulité s'insinuant dans sa voix. Autour de lui, les techniciens riaient doucement. « Un bombardier en bois », dit l'un d'eux. « Les Anglais doivent avoir manqué d'aluminium. » Ils s'attendaient à des éclats et de la sueur, non à une arme qui avait humilié leurs défenses aériennes pendant près de 2 ans. À l'extérieur, la pluie sifflait contre le toit du hangar. À l'intérieur, l'odeur de résine phénolique remplissait l'air. Aigre, sucrée et chimique, quelque chose entre le vernis et le sucre brûlé. Elle s'accrochait à leurs vêtements et à leur gorge tandis qu'ils travaillaient. Ils ont commencé à cataloguer chaque composant avec la précision de chirurgiens. Pas de rivets, pas de soldures. Chaque panneau avait été collé, non boulonné. Les coutures étaient sans couture, si lisses qu'elles reflétaient la lumière comme du marbre poli. Quand Henkle a essayé de séparer 2 couches avec un ciseau, la lame s'est cassée. Il fonça les sourcils. « Ce n'est pas de la colle de menuisier, dit-il. Quoi qu'ils aient utilisé, c'est plus fort que le bois lui-même. » Son assistant suggéra que cela pourrait être une sorte de résine, peut-être de la bélite. Henkle secoua la tête. La bélite était cassante. C'était élastique, résistant à la chaleur, presque vivant. Il plaça un fragment sous une loupe et vit des fibres fusionnées ensemble, comme le grain d'un tissu vivant. Ce qui le troublait le plus, c'était l'artisanat. Chaque courbe du fuselage avait été moulée avec la précision d'un sculpteur. Les Britanniques avaient construit un avion, comme on construit un violon, couche par couche, ton par ton. Chaque contour servait un objectif, réduisant la traînée, canalisant l'air, cachant la force sous l'élégance. Alors que les Allemands mesuraient, enregistraient et photographiaient, quelque chose d'étrange s'est produit. Le rire s'est estompé. Plus ils touchaient le Mosquito, moins ils le moquaient. Ils ont commencé à sentir l'intelligence derrière chaque joint, comme si l'artisan qui l'avait construit avait anticipé leur incrédulité. À minuit, le sol était jonché de sciures, de croquis et de tasses de café. Henkle s'enfonça dans son siège, se frottant les tempes, entouré de fragments qui refusaient d'avoir un sens. Les chiffres sur son presse-papier ne mentaient pas. Cet avion jouet avait atteint des vitesses que leur meilleur bombardier en métal ne pouvait pas égaler. D'une manière ou d'une autre, le bois avait vaincu l'acier. Il regarda la courbe pâle d'une aile sous la lumière et murmura pour lui-même. « Comment ?» L'ironie le frappa. L'Allemagne, le pays de la précision mécanique, était surpassée par un bombardier collé ensemble dans des usines de meubles. À l'extérieur, le bourdonnement des bombardiers nocturnes résonnait faiblement au-dessus de la ville. Le son lointain d'un empire qui s'érode. Dans ce hangar, parmi l'odeur de colle et de bois mouillé, quelque chose a changé. La question n'était plus de savoir si le Mosquito fonctionnait, mais pourquoi ? Et quel secret se cachait dans la colle qui le rendait irrésistible. En 1938, quand le monde se préparait à une autre guerre mécanisée d'acier, un homme se tenait devant le ministère de l'Air britannique avec une proposition qui semblait presque insultante. Geoffrey de Havilland, grand, composé et tranquillement têtu, déplia les plans d'un bombardier qui défiait chaque doctrine de l'aviation moderne. Il n'avait pas de canon défensif, pas de blindage, et plus absurde encore, il devait être construit presque entièrement en bois. La salle de fonctionnaires écoutait poliment, attendant la blague. Quand aucune ne vint, ils ont rejeté l'idée catégoriquement. Le métal était l'avenir, disait-il. Le bois appartenait au passé. Mace de Havilland ne cligna pas. Il comprenait quelque chose que les bureaucrates ne pouvaient pas mesurer dans les feuilles de calcul. La vitesse était une armure, et la simplicité était la survie. À cette époque, la Grande-Bretagne était déjà surmenée. L'aluminium, le sang vital de la production aéronautique, était consommé plus vite qu'il ne pouvait être raffiné. Les Spitfire, les Hurricane et les nouveaux Lancaster exigeaient chaque feuille de métal que la nation pouvait produire. De Havilland regarda l'arithmétique
et vit non pas un désastre, mais une opportunité. Son entreprise avait passé des années à perfectionner la construction en bois pour les avions légers et les avions de course. La campagne britannique était remplie de petits ateliers, de fabricants de meubles, de constructeurs de pianos, d'artisans du bois, des hommes compétents qui pouvaient façonner le bois mais n'avaient pas de place dans la guerre du métal. Et si, pensaient-ils, leurs mains pouvaient être tournées vers la construction de quelque chose de plus rapide, plus léger et plus silencieux que tout sur Terre, il envisageait un bombardier sans tourelle ni équipe de canon, sans cockpit à 2 hommes rationalisé à la silhouette d'une balle. Au lieu de rivets, des couches de contreplaqué de bouleau seraient collées avec du bois de balsa équatorien au cœur, des matériaux choisis non pour le glamour, mais pour la géométrie. Du bouleau pour la résistance, du balsa pour la légèreté, les deux joints par une colle plus forte que n'importe quelle attache mécanique. La technique connue sous le nom de construction monocoque laminée avait été utilisée dans les meubles bien avant les avions. Mais dans l'esprit de Haviland, elle devint une équation de survie. Chaque once économisée sur l'armure pouvait être dépensée en vitesse. Si elle pouvait surpasser les chasseurs ennemis, elle n'aurait pas besoin de les combattre du tout. Quand la guerre a commencé en 1939, son idée semblait s'évaporer sous le poids de la réalité. Le ministère de l'Air a commandé des bombardiers avec des tourelles de canon et un blindage épais. Des forteresses volantes de métal qui pouvaient échanger des coups. Mais la guerre a une façon d'humilier la certitude. En 1940, après la chute de la France et les jours désespérés du Blitz, la Grande-Bretagne faisait face à des pénuries si graves que même les idées impossibles ont été reconsidérées. De Havilland revint avec un design de prototype, insistant sur le fait que son bombardier en bois pouvait être construit dans des usines de meubles sans voler une seule feuille d'aluminium à la production de Spitfire. À contre-cœur, ils ont approuvé un prototype. À l'automne de 1940, sous les ciels gris de Hartford, le premier Mosquito a pris forme. Les fabricants de pianos de Londres ont poncé les ailes. Les luthiers ont façonné le nez courbe. L'adhésif qui collait chaque couture provenait des laboratoires de meubles. La résine de phénol formaldéhyde, une colle synthétique qui durcissait en quelque chose de proche de l'ambre. Lorsqu'elle était appliquée entre les couches de bois et pressée sous la chaleur, elle se fusionnait en un seul matériau, ni bois ni plastique, mais quelque chose entre les deux, léger, résilient et remarquablement solide. C'était littéralement né de l'artisanat et de la chimie. Le 25 novembre 1940, le prototype peint en jaune d'entraînement a roulé sur la piste à Hatfield. Geoffrey de Havilland Jr., le fils du concepteur, monta dans le cockpit. Les moteurs rugissaient, 2 Merlin Rolls-Royce, tremblant comme des animaux retenus. Alors que l'avion décollait, la foule s'attendait à une lutte. Au lieu de cela, il s'élança en avant comme s'il était sans poids. En quelques secondes, il montait plus vite que n'importe quel bombardier qu'il n'avait jamais vu. À l'altitude, sa vitesse dépassait 390 000 à l'heure, plus rapide que le Spitfire Mk1, plus rapide que n'importe quel chasseur alors en service. Les observateurs du ministère de l'Air, silencieux quelques instants auparavant, murmuraient maintenant d'incrédulité. Un avion en bois avait survolé les meilleures machines du métal et du mythe. Cette nuit-là, de Havilland marcha seul dans son atelier, passant devant les cadres inachevés, brillant sous les lampes. Il posa sa main sur l'un des panneaux laminés et sentit la chaleur de la colle qui durcissait. C'était lisse, vivant de promesses. Le monde ne verrait plus jamais la guerre de la même manière. Un bombardier construit à partir de bois de meubles venait de prouver que l'imagination pouvait surpasser la peur. Quand le Mosquito entra en combat, il ne portait pas de canon, pas de mitrailleur et pas d'illusion. Sa survie dépendait entièrement des mathématiques. Les premiers escadrons opérationnels qui ont reçu l'avion en 1941 l'ont regardé avec une incrédulité tranquille. Les pilotes qui avaient piloté les lourds Blenheim et Wellington s'attendaient maintenant à piloter un bombardier qui ressemblait plus à un avion de course, mince, gracieux et sans protection. L'équipage se composait de seulement 2 hommes, un pilote et un navigateur assis épaule contre épaule dans un cockpit à peine assez grand pour les deux. Il n'y avait pas de mitrailleur arrière pour couvrir leurs arrières, pas de plaque d'armure entre eux et les rafales de flak attendant au-delà des nuages. Le manuel de vol était brutalement simple. En cas d'interception, ne combattez pas, fuyez. Gardez les gaz à fond et faites confiance au moteur Merlin. Le ministère de l'Air, autrefois sceptique, était maintenant obsédé par la vitesse du Mosquito. Les tests officiels à Boscombe Down avaient enregistré l'avion à près de 400 000 à l'heure, plus rapide que n'importe quel chasseur opérationnel dans l'inventaire de la Luftwaffe. Mais les chiffres sur un graphique et la survie dans l'espace aérien ennemi n'étaient pas la même chose. Le Mosquito devrait prouver que la vitesse seule
vol pouvait remplacer l'armure. Son baptême du feu est venu le 20 septembre 1941, quand une formation de Mosquito du numéro 105 escadron a décollé de Swanton Morley pour leur premier raid de bombardement en lumière du jour sur Oslo. L'objectif de la mission était précis, frapper le quartier général de la Gestapo et échapper avant que les chasseurs ennemis ne puissent réagir. À 50 pieds au-dessus de la mer, les bombardiers se sont dirigés vers la Norvège, leurs ailes en bois tranchant à travers les embruns et la brume. Les stations radars les ont détectés trop tard. Quand l'alarme a atteint le commandement de la Luftwaffe, les Mosquitos étaient déjà en route de retour. Les chasseurs allemands ont décollé de Stavanger, mais n'ont jamais comblé l'écart. Les témoins au sol ont signalé un rugissement fantomatique suivi du silence, comme si les bombardiers avaient disparu dans les airs. Chaque avion est revenu à la base indemne. Le test suivant était beaucoup plus audacieux. En janvier 1943, un vol de reconnaissance Mosquito a pénétré profondément dans l'espace aérien de Berlin en plein jour. Les sirènes de la ville ont hurlé pour la première fois en mois. Non pas à cause d'un raid massif, mais à cause de 2 bombardiers sans armes volant plus vite que les chasseurs défenseurs. Les opérateurs radars de la Luftwaffe ont regardé les points sur leurs écrans s'accélérer au-delà de la poursuite. Quand les Mosquitos ont largué leur bombe de 500 livres sur la capitale, Hermann Göring lui-même était en conférence. Furieux, il a crié que l'attaque était une insulte personnelle. Il a ordonné aux intercepteurs de poursuivre les intrus à tout prix. Aucun n'a réussi. Au début de 1943, les équipages de Mosquito avaient commencé à comprendre le rythme de la machine. À 2500 pieds, elle dansait au-dessus des rafales de flak comme une feuille dans une tempête. Le bois laminé absorbait les vibrations qui auraient fissuré les peaux métalliques. Même les coups directs échouaient souvent à déclencher des incendies. L'absence d'aluminium signifiait moins d'étincelles et moins d'inflammation de vapeur de carburant. Les pilotes l'ont décrit comme voler une créature vivante, flexible, indulgente, réactive. Un équipage revenant d'un raid de bas niveau sur Cologne a raconté comment le feu de traçage les avait poursuivis à travers la vallée du Rhin. Les obus semblaient flotter à côté de nous, puis s'éloigner. C'était comme si l'air lui-même nous protégeait. La réputation du Mosquito s'est propagée rapidement des deux côtés. Les journaux britanniques l'appelaient la merveille en bois. Les pilotes allemands l'appelaient le diable du bois. Son effet sur le moral était immédiat. Les escadrons de la Luftwaffe stationnés en Europe occupée ont reçu de nouveaux ordres permanents. Si une Mosquito est aperçue, ne poursuivez que si les conditions sont parfaites. L'avion ne pouvait pas être rattrapé en vol horizontal et en piqué. Il s'accélérait au-delà des limites de sécurité structurelle des avions allemands. Chaque mission ajoutait de nouvelles légendes. En février 1943, les Mosquitos des numéros 105 et 139 escadrons ont exécuté l'une des frappes de précision les plus audacieuses de la guerre. Le raid diurne sur Berlin prévu pour coïncider avec un discours de Göring lui-même, alors que ses paroles résonnaient à travers le Reichstag, les fenêtres tremblaient sous le choc des explosions. Le timing était si parfait que les censeurs de la propagande allemande ne pouvaient pas cacher l'humiliation. L'impensable s'était produit. Des bombardiers en bois avaient frappé le cœur du Troisième Reich et s'étaient échappés sans perte. Le succès a tout changé. La Royal Air Force a commencé à repenser les opérations autour du mélange unique de vitesse et de discrétion du Mosquito. Il est devenu l'avion préféré pour la reconnaissance photographique, le guidage de route et le bombardement chirurgical. Chaque sortie improuvait une vérité simple. Moins vous portiez, plus vite vous voliez. Plus vite vous voliez, plus longtemps vous viviez. Les hommes qui l'ont piloté ont commencé à croire à sa légende. Ils l'appelaient l'avion qui a oublié comment mourir. Mais de l'autre côté de la Manche, à l'intérieur des laboratoires froids et des ateliers de la Luftwaffe, l'incrédulité s'est transformée en obsession. Le haut commandement allemand voulait savoir comment un avion en contreplaqué pouvait humilier ses meilleures machines. Pour eux, ce n'était pas seulement un échec militaire, c'était une insulte scientifique. Quelque part à l'intérieur de ces panneaux en bois lisse se cachait un secret que le Reich devait découvrir. Au printemps de 1943, un Mosquito britannique en vol de reconnaissance au-dessus du nord de l'Allemagne a été pris dans une tempête de flak. Le pilote a réussi à planer pendant des kilomètres avant de s'écraser dans un marais près de Hambourg. Miraculeusement, l'avion n'a pas brûlé. Quand les troupes allemandes ont atteint l'épave, elles s'attendaient à du métal tordu et des fragments fondus. Au lieu de cela, elles ont trouvé quelque chose qui ressemblait étrangement à un bateau cassé. Des panneaux en bois lisse assez légers pour qu'un homme les soulève, sentant encore faiblement la résine et la fumée. Pour la branche technique de la Luftwaffe, c'était la découverte de l'année. L'ordre était immédiat.
récupérer tout. Même le plus petit fragment devait être envoyé à un hangar d'analyse secret à l'extérieur de Rechlin, le terrain d'essai principal de la Luftwaffe. Sous des projecteurs durs, le Mosquito gisait sur des tréteaux en bois comme un patient sur une table d'opération. Les ingénieurs le cernaient avec des presse-papiers et des scalpels. Leur souffle s'embuant dans le froid. C'étaient des hommes habitués à l'acier et aux rivets, aux torches de soudage et aux jauges de précision, non aux ponceuses et à la colle. Les premières coupes étaient hésitantes, presque chirurgicales. Chaque couche qu'il pelait révélait plus de questions que de réponses. La peau extérieure était un plaquage de bouleau, d'à peine quelques millimètres d'épaisseur, mais étonnamment uniforme. Sous elle se trouvait un nid d'abeilles de bois de balsa, léger comme l'air, mais remarquablement rigide. Puis venait une autre couche de bouleau, tout fusionné ensemble, comme s'il avait grandi d'un seul arbre. Le docteur Karl-Heinz Anklel a dirigé l'analyse. C'était un expert en fatigue des matériaux qui avait passé des années à étudier les défaillances des structures aéronautiques en métal. Maintenant, il se tenait en silence, regardant les joints sans couture. Ils ont transformé la menuiserie en ingénierie, murmura-t-il. Son équipe a mesuré les densités, la résistance à la traction et la résistance au cisaillement. Chaque test a dépassé les attentes. Le composite laminé pouvait supporter presque 2 fois la charge de l'aluminium à la moitié du poids. Il résistait à l'humidité, à la chaleur et aux vibrations. Quand un technicien a essayé de séparer 2 panneaux avec une presse hydraulique, le bois s'est fissuré, mais le lien adhésif ne s'est pas. Les Allemands avaient utilisé de la colle de cinéma, un adhésif dérivé du lait dans leurs propres chaussures de sport en bois et leurs planeurs. C'était bon marché et facile à fabriquer, mais c'était dégradé dans l'humidité et la chaleur. Cette colle britannique se comportait différemment. Elle semblait imperméable à tout. Hankley a ordonné une analyse chimique. Le laboratoire a signalé un composé inconnu dans l'aviation allemande, une résine synthétique à base de phénol et de formaldéhyde catalysée sous pression. Lorsqu'elle était chauffée, elle ne ramollissait pas, elle durcissait davantage, se transformant en polymère thermodurcissable qui liait les fibres de bois au niveau moléculaire. C'était essentiellement une armure synthétique cachée à l'intérieur du bois. Hankley ne pouvait pas cacher sa frustration. L'industrie chimique allemande, autrefois l'envie du monde, avait produit des merveilles comme le carburant synthétique et le caoutchouc. Pourtant, elle n'avait jamais développé ce type d'adhésif. La raison était douloureusement simple. Les ressources. Les résines phénoliques nécessitaient du phénol et du méthanol, dérivés du charbon, et tous deux étaient consommés par la production d'explosifs. Même si la Luftwaffe avait connu la formule, elle n'aurait pas pu la fabriquer en quantité. La découverte a déclenché un mélange d'admiration et de désespoir. Le moustique n'était pas seulement rapide, c'était un génie pratique. Chaque composant racontait une histoire d'adaptation. Les Britanniques avaient pris leurs pénuries et les avaient transformées en innovation. Le fuselage était façonné en 2 moitiés miroirs moulées sur des formes en béton dans des usines de meubles. Lorsqu'elles étaient collées ensemble, elles formaient une coque étanche qui ne nécessitait aucun contreventement interne. Le résultat était plus lisse, plus léger et plus solide que n'importe quelle construction rivée. L'un des assistants de Hankley, un jeune ingénieur nommé Vogel, regardait la coupe transversale d'une aile sous grossissement. « On dirait qu'elle est vivante », dit-il tranquillement. Les lignes de colle formaient des motifs, comme les veines d'une feuille. Il avait raison. La structure fléchissait sous la contrainte au lieu de se fracturer. Elle absorbait les chocs, dissipait l'énergie et reprenait sa forme. Dans un monde obsédé par la rigidité, le moustique avait été construit pour se plier. Lorsque Hankley a présenté ses conclusions au commandement de la Luftwaffe, la salle est tombée silencieuse. Il a placé 2 échantillons sur la table, l'un en aluminium, l'autre en bouleau stratifié collé avec la résine britannique. L'échantillon en bois s'est plié et a repris sa forme. Celui en aluminium est resté déformé. « Messieurs, dit-il, nous avons construit le mauvais type de force. Mais l'orgueil meurt difficilement. Certains officiers ont refusé de croire que la colle pouvait gagner une guerre. D'autres ont exigé une réplique allemande, une maquette, pour prouver le concept. Pourtant, au fond, les ingénieurs connaissaient la vérité. Ils pouvaient copier la forme, les dimensions, même les moteurs. Mais ils ne pouvaient pas copier l'âme du moustique, la colle qui transformait le bois fragile en arme. Alors qu'ils emballaient leurs échantillons pour Berlin, l'odeur de la résine britannique flottait toujours dans le hangar, douce, piquante, inébranlable. Hankley s'attarda un moment de plus, passant une main gantée sur l'aile éclatée. « Ils ont construit cela dans une usine de meubles », murmura-t-il. « Et nous, avec tout notre acier, ne pouvons pas l'attraper. L'ordre est venu du sommet. Si les Britanniques pouvaient construire un bombardier en bois qui surpassait tous les chasseurs allemands,
Alors l'Allemagne en construirait un plus rapide, plus puissant et plus meurtrier. Le projet a reçu un nom destiné à se moquer de son rival, Muqueux, le gnat, un minuscule insecte destiné à piquer le moustique britannique. Sur le papier, cela ressemblait à une déclaration d'orgueil, une tentative de prouver que l'ingénierie allemande pouvait maîtriser tout ce que les Alliés inventaient. En pratique, c'est devenu une tragédie au ralenti, de la confiance excessive. Les premiers prototypes ont été confiés à une petite équipe à l'Institut de recherche aéronautique de Braunschweig. Ils ont commencé par des dessins de moustiques capturés et les fragments que l'équipe de Henkel avait méticuleusement catalogués. Mais dès le début, les chiffres les ont trahis. Les Britanniques avaient utilisé du balsa léger importé d'Équateur, un bois que l'Allemagne ne pouvait plus accéder en raison des blocus alliés. Leurs ingénieurs ont substitué du pin et du hêtre, plus dur, plus lourd, plus disponible. Une seule section d'aile qui pesait 280 kg dans le moustique a gonflé à 410 dans la maquette Muqueux. La colle était un compromis. Sans accès à la résine phénolique, l'équipe a eu recours à l'adhésif de caséine mélangé avec de la formoline pour ralentir la dégradation. Cela fonctionnait assez bien par temps sec, mais sous la chaleur et l'humidité, il commençait à ramollir, un défaut que chaque ingénieur reconnaissait, mais qu'aucun n'osait signaler. Néanmoins, la machine de propagande du Reich exigeait des résultats. Les rapports de Henkel avertissant de l'instabilité de l'adhésif ont été tranquillement réécrits avant d'atteindre Berlin. Des ordres de production ont été émis aux usines de meubles de Dresde et de Cassel. Ironiquement, exactement le même type d'atelier que les Britanniques avaient utilisé avec succès. Mais les travailleurs allemands faisaient face à des conditions différentes. Pénurie de matières premières, raids aériens constantes et manque de main-d'œuvre qualifiée. Le moustique était né de la créativité, la Muqueux était née du désespoir. Vers la fin de l'année 1943, le premier prototype était terminé. Une imitation élégante et pâle de l'avion britannique. Sous les projecteurs, cela semblait assez convaincant. 2 moteurs, fuselage lisse, dimensions identiques, mais l'illusion s'est terminée dès qu'il a quitté le sol. Lors de son vol inaugural, le pilote d'essai Hermann Ernst Kessler a noté des commandes molles et des vibrations inattendues à grande vitesse. À 350 000 à l'heure, les ailes ont commencé à résonner. Les couches stratifiées gémissaient audiblement. En quelques minutes, de fines fissures se sont propagées le long des bords d'attaque. Il a réduit les gaz et a atterri brutalement, le train d'atterrissage s'effondrant sous la contrainte. Lorsque les ingénieurs ont examiné les dégâts, ils ont trouvé le coupable. L'humidité s'était infiltrée dans les lignes de colle, affaiblissant les joints. L'adhésif n'avait pas échoué complètement, mais il avait ramolli juste assez pour modifier la forme aérodynamique. En aviation, juste assez était fatal. Le deuxième prototype n'a pas mieux réussi. Construit avec des adhésifs modifiés et un contreventement supplémentaire, il volait plus lourd et plus lentement. Sur le papier, il atteignait 360 000 à l'heure, plus rapide qu'un Heinkel 111, mais toujours 50 000 à l'heure plus lent que le moustique qu'il était censé attraper. Un troisième prototype s'est complètement désintégré lors d'un test de piqué à basse altitude. Les enquêteurs ont essayé de blâmer l'erreur du pilote, mais la vérité était évidente. Le bois s'était délaminé en vol, arrachant l'aile du fuselage. En 1944, le projet Muquet était effectivement mort. Ce qui restait, c'étaient les rapports, des documents épais et méticuleux remplis de tableaux et de graphiques, mais aussi quelque chose de rare dans la rédaction technique allemande. Le désespoir. Une mémorandum d'une ingénieure senior admettait que la conception ne peut pas égaler la construction britannique en raison des limitations fondamentales des matériaux. Un autre, écrit en marge d'un rapport d'essai, disait simplement « Nous combattons la physique avec de la paperasserie ». À l'intérieur du ministère allemand de l'aviation, personne ne voulait annoncer la nouvelle à Hermann Göring. Sa fureur face aux moustiques était déjà devenue légendaire. Il avait promis à Hitler que la Luftwaffe reprendrait les cieux. Pourtant, les bombardiers en bois volaient toujours sans opposition au-dessus de Berlin, les narguant à chaque raid diurne. Lorsqu'il a finalement appris que la Muqueux avait été annulée, il a écrasé un cendrier en verre contre le mur et a crié « Nous sommes vaincus par des charpentiers ». Pour les ingénieurs, l'humiliation était plus profonde que n'importe quel blâme. L'identité de l'Allemagne reposait sur la métallurgie de précision et les qualités de contrôle que les Britanniques avaient d'une manière ou d'une autre inversées. Le moustique n'était pas parfait. Il était audacieux. Il brisait les règles que l'ingénierie allemande tenait sacrées. Ne jamais faire confiance aux matériaux organiques, ne jamais compter sur l'artisanat manuel, ne jamais tolérer la variabilité. Et pourtant, cela fonctionnait. Sa coque en bois se pliait là où le métal se fissurerait, absorbait les vibrations là où les rivets échoueraient. Henkel, qui avait regardé toute cette débâcle se dérouler, a écrit dans son journal personnel cet automne-là
Nous sommes piégés par notre propre logique. Nous avons des machines sans imagination, et ils ont l'imagination sans machine. Il n'a jamais envoyé cette ligne à ses supérieurs. Cela aurait sonné comme une trahison, mais parmi ses pairs, le sentiment s'est propagé tranquillement. Une reconnaissance que les Britanniques avaient gagnée non pas par une industrie supérieure, mais par le courage de défier leurs propres manuels. Alors que l'hiver s'installait sur les ruines des villes allemandes, les moustiques survivants continuaient à apparaître au-dessus des nuages, élancés et silencieux. Leur bois poli reflétait la lumière de la lune comme des fantômes. En bas, les hommes qui avaient essayé de les imiter se tenaient dans leurs ateliers entourés d'ailes déformées, de fuselages fissurés et de l'odeur amère de la colle échouée. La muqueux avait prouvé la leçon que chaque ingénieur redoute. Copier le génie est facile, le comprendre est impossible. En 1944, le moustique n'était plus seulement un avion, c'était une présence. Il se déplaçait dans les ciels nocturnes de l'Europe comme une rumeur, impossible à prédire, impossible à arrêter. Les opérateurs radars de la Luftwaffe redoutaient le faible blip qui apparaissait et disparaissait trop rapidement pour être suivi. Les pilotes intercepteurs l'appelaient le Schattenjäger, le chasseur d'ombre. Même les troupes au sol, entendant son bourdonnement bas à l'aube, apprenaient à regarder vers le haut avec peur, sachant que si un moustique pouvait les atteindre, personne n'était en sécurité. Les statistiques racontaient l'histoire en chiffres qui défiaient la croyance. Le taux de perte moyen pour les bombardiers lourds comme le Lancaster tournait autour de 5 à 7% par mission. Pour le moustique, c'était moins d'1%. Un avion perdu pour chaque 200 sorties. Cela signifiait qu'un équipage de moustiques, contrairement à leurs camarades dans les bombardiers plus lents et blindés, pouvait survivre à des dizaines de missions. Les pilotes ont commencé à plaisanter sombrement que voler un moustique était plus sûr que de traverser Piccadilly après la tombée de la nuit. Mais derrière l'humour se cachait quelque chose d'extraordinaire. Un avion sans armes était devenu la machine la plus survivable de la Royal Air Force. À l'intérieur de l'Allemagne, l'incrédulité s'était transformée en humiliation. Chaque rapport de renseignement qui traversait le bureau de Hermann Göring était une autre blessure à son orgueil. Il avait autrefois promis à Hitler que la Luftwaffe maintiendrait la supériorité aérienne absolue. Maintenant, les bombardiers britanniques faisaient des visites quotidiennes à Berlin. Et le plus irritant de tous, le moustique semblait choisir son moment pour un maximum d'insultes. En janvier 1943, il avait largué des bombes sur Berlin juste au moment où Göring commençait une allocution radiophonique. En janvier 1944, il a répété l'exploit lors d'une autre réunion de haut niveau. Les deux fois, il s'est échappé indemne. Göring aurait crié « Je deviens vert de jalousie en voyant ces avions en bois voler au-dessus de Berlin. Les Britanniques peuvent se permettre de perdre des pilotes, mais ils ne les perdent pas parce qu'ils volent si vite que nos chasseurs ne peuvent pas les attraper. » La vérité était plus douloureuse. La Luftwaffe avait vieilli, tandis que le moustique restait jeune. Les meilleurs pilotes allemands mouraient plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés, et la nouvelle génération manquait de formation pour combattre un ennemi qui refusait de jouer selon les règles. Les bombardiers conventionnels pouvaient être interceptés, prédits, rassemblés dans des zones de mort. Le moustique ignorait tous les scénarios. Il venait seul ou par paire, volant au ras des arbres, puis disparaissait dans les nuages. Au moment où le radar le détectait, il était déjà parti. À Rechlin et Peenemünde 2, les ingénieurs ont essayé de développer des intercepteurs plus rapides, de nouvelles variantes du Focke-Wulf 190, du Messerschmitt 410 à haute altitude. Même le Messerschmitt 262 propulsé par réaction. Sur le papier, les réacteurs pouvaient surpasser le moustique. En pratique, ils ne pouvaient jamais être au bon endroit, au bon moment. Les moteurs à réaction de l'époque avaient besoin de longues pistes, de carburant parfait et d'une manipulation délicate. Le moustique n'avait besoin que d'une parcelle d'herbe et de 2 merlins. Pour les civils allemands, le moustique était devenu une arme psychologique plus puissante que n'importe quelle bombe. Ses raids étaient précis. Gare, bureau de la Gestapo, centre de communication. Mais ils portaient un poids symbolique bien au-delà de leurs dégâts physiques. À Berlin, les gens chuchotaient que les Britanniques avaient construit un avion invisible au radar. À Copenhague et Oslo occupés, la résistance célébrait chaque apparition comme la preuve que les Alliés pouvaient frapper n'importe où à n'importe quel moment. Le rugissement du moustique était devenu le son de l'inévitabilité. La RAF comprenait ce pouvoir et l'utilisait impitoyablement. Lorsque les bombardiers lourds pilonnaient les villes allemandes la nuit, les moustiques volaient en avant pour larguer des incendiaires et des fusées éclairantes marquant les cibles avec une précision chirurgicale. Lorsque les bombardiers rentraient chez eux, les moustiques revenaient des heures plus tard pour frapper les équipes de secours et les postes de commandement. Ils semblaient infatigables, omniprésents, intouchables. Même en volant seul, un seul moustique pouvait forcer la Luftwaffe à déclencher des escadrons entiers d'intercepteurs,
brûlant du carburant précieux et épuisant les pilotes pour rien. Le haut commandement allemand a réagi avec désespoir, déguisé en stratégie. De nouveaux réseaux radars ont été construits pour suivre les cibles rapides et les officiers de propagande ont affirmé que le Moustique était surestimé, que sa vitesse se faisait au détriment de la charge utile. Mais les chiffres ne pouvaient pas être cachés. En 1944, seuls les bombardiers Moustiques ont largué plus de 1900 tonnes d'explosifs avec moins de 200 avions perdus. Le chiffre était si efficace qu'un officier britannique a plaisanté. Ce n'est pas un bombardier, c'est un instrument chirurgical. En automne, la rage de Göring s'était transformée en superstition. Il a ordonné à ses aides de ne jamais mentionner l'avion par son nom lors des briefings, comme si le silence pouvait l'effacer. Les journaux du commandement des chasseurs montrent un modèle d'épuisement, les pilotes prétendant chasser des fantômes qui disparaissaient dans les nuages. Les stations radars ont signalé de faux échos se déplaçant plus vite que leurs limites d'étalonnage. Les équipes au sol ont juré avoir vu des moustiques à des altitudes qu'aucun moteur à piston ne pouvait atteindre. Le mythe avait dépassé la machine. Le docteur Henkel, l'ingénieur qui avait autrefois disséqué le moustique capturé, a regardé tout cela se dérouler depuis son laboratoire. Il avait cessé de corriger ses collègues quand ils appelaient l'avion un fantôme. Dans ses notes privées, il a écrit « Ce n'est pas le bois qui nous terrifie, c'est l'idée que quelque chose de si léger puisse porter un tel pouvoir. » En dernier hiver de la guerre, le simple nom du Moustique pouvait faire taire une salle dans les centres de commandement allemands. Les rapports de sightings venaient avec un soupir plutôt qu'une alarme. Tout le monde savait qu'au moment où l'avertissement arrivait, les dégâts étaient déjà faits. La Luftwaffe volait toujours, Mais son moral était vidé. pour eux, le Moustique n'était pas un avion. C'était l'inévitabilité, la précision et l'humiliation façonnées en elle. Lorsque la guerre s'est terminée en 1945, le Moustique était déjà devenu une légende. Il avait effectué plus de 80 000 sorties de combat, photographies, bombardements, guidage de cibles et combats nocturnes, avec des pertes si faibles que même les statisticiens doutaient de leur exactitude. Dans les hangars de l'Europe d'après-guerre, son fuselage en bois élancé semblait un artefact d'un autre monde, quelque chose de trop élégant pour avoir appartenu au chaos qui l'avait créé. L'Allemagne gisait en ruine, ses villes brûlées par les bombardiers lourds que le Moustique avait guidé avec une précision étrange. Et pourtant, dans l'esprit des ingénieurs qui l'avaient vécu, ce n'était pas le Lancaster ou le B-17 qu'ils se souvenaient avec admiration, c'était le fantôme en bois qui avait humilié leur science. À la fin de la guerre, les équipes d'inspection alliées ont invité les ingénieurs allemands capturés à visiter l'usine de Havilland à Hatfield. Parmi eux se trouvait le docteur Karl-Heinz Henkel, le même homme qui avait autrefois disséqué un moustique abattu et déclaré sa colle un miracle. Maintenant, il se tenait dans la salle d'assemblée, regardant les artisans en combinaison polir les moitiés de fuselage courbes avant qu'elles ne soient collées ensemble. L'odeur de résine remplissait à nouveau l'air, chimique, acéré, inoubliable. Il se tourna vers son escorte britannique, un jeune ingénieur à peine sorti de l'université, et demanda combien d'hommes avaient conçu ce processus. Le Britannique sourit. Pas beaucoup, mais des milliers l'ont construit. Cette phrase resta avec lui pendant des années. Dans un rapport d'après-guerre, Henkel écrivit que le vrai secret du Moustique n'était pas la chimie ou l'aérodynamique, mais la culture, une volonté de laisser les artisans et les scientifiques partager le même espace. Là où les usines allemandes avaient été gouvernées par une hiérarchie rigide et la peur de l'échec, les Britanniques avaient permis l'improvisation. Un luthier pouvait enseigner à un ingénieur quelque chose sur la résonance. Un chimiste pouvait apprendre d'un menuisier. De cette collision de mondes était né quelque chose qu'aucune théorie pure n'aurait pu prédire. Les leçons se sont propagées rapidement. À la fin des années 1940, les ingénieurs des deux côtés de l'Atlantique ont commencé à expérimenter de nouveaux matériaux laminés. La fibre de verre, les composites de résine et plus tard la fibre de carbone, tous des descendants directs de la peau en bois du Moustique. Ce qui était né de la pénurie devint le fondement de l'abondance. Même l'industrie aérospatiale américaine nouvellement formée étudia les méthodes de De Havilland. Les ingénieurs de Boeing appelaient le Moustique l'ancêtre de chaque structure composite que nous construisons aujourd'hui. En Grande-Bretagne, la légende de l'avion grandit tranquillement. La Royal Air Force garda les Moustiques en service bien jusqu'aux années 1950, longtemps après que les réacteurs aient pris le contrôle des cieux. Les pilotes aimaient son agilité, son silence et son âme. Un vétéran a dit « On avait l'impression que l'avion voulait vivre autant que vous ». Les musées l'exposaient comme un chef-d'œuvre de la conception en temps de guerre, mais ceux qui l'avaient construit se souvenaient de quelque chose de plus humble. L'odeur de sciure de bois,
le rythme des pinceaux de colle, le son des artisans de piano enfonçant les longerons ensemble, tandis que Londres tremblait sous le Blitz. Pour De Havilland lui-même, le succès était une justification. Son idée impossible n'avait pas seulement fonctionné, mais avait changé le sens même de l'ingénierie. Il a dit un jour à un journaliste « Nous n'avons jamais essayé de surpasser l'ennemi par la force. Nous avons essayé de le surpasser par l'intelligence. » Ces paroles résonnaient à travers chaque génération de concepteurs qui ont suivi. Et pour les Allemands qui avaient essayé d'imiter le moustique, l'avion devint un miroir reflétant leurs propres limites. Les prototypes Mouquin ont été fondus après la guerre. Aucun n'a survécu. Mais dans les archives de ce qui devint la nouvelle industrie aéronautique de l'Allemagne de l'Ouest, les notes de Henkel ont perduré. La dernière ligne de son dernier journal de guerre lisait « Ils ont prouvé que l'imagination, quand disciplinée par la nécessité, est plus forte que l'acier. » Le temps transforma le moustique d'une arme en une leçon. Il enseigna que le progrès vient parfois non pas de l'abondance, mais du désespoir, non pas du métal et de la force, mais de l'audace de voir la beauté dans l'ordinaire. Du contreplaqué et de la colle était née une machine qui terrifia un empire et redéfinit ce qui était possible. Aujourd'hui, les historiens débattent encore si le Moustique était le plus grand avion de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus rapide que n'importe quel chasseur de son époque, plus léger que n'importe quel bombardier, et plus meurtrier pour l'orgueil de l'ennemi que pour ses troupes. Quand vous passez devant un dans un musée, sa surface brille encore comme du chêne verni. Vous pouvez presque sentir la résine, le fantôme de cette colle qui autrefois défia un empire. Les hommes qui l'ont construit sont partis maintenant, leurs noms dispersés dans les archives et les aérodromes. Pourtant, leur idée reste vivante. Chaque fois qu'un avion de ligne moderne décolle avec des ailes composites ou qu'un vaisseau spatial se lance enveloppé de résine et de fibres, ils ont prouvé que la technologie n'est pas née du confort, mais du courage. Le courage de construire ce que tout le monde d'autre appelle impossible. Donc, la prochaine fois que vous voyez une photographie du Moustique, élancée, lisse et silencieuse, souvenez-vous de ce qu'elle représentait. Non seulement l'ingéniosité britannique, non seulement la nécessité en temps de guerre, mais le moment où l'imagination dépassa la peur. Si vous croyez que la véritable force réside dans l'audace de rêver au-delà de la logique, commentez numéro 1 ci-dessous. Et si vous pensez que le monde sous-estime encore le pouvoir de la créativité humaine, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires, ce que nous faisons non raconter, qui nous rappelle pourquoi même le bois et la colle peuvent changer l'industrie.